Je vais tout de suite vous présenter Geneviève Laroche. C'est un grand plaisir de l'accueillir, Geneviève. Elle est doctorante en agroforesterie. Là, elle nous expliquait, elle est rendue où, là, elle est sur les derniers milles là, du dépôt de son doctorat. On va te souhaiter bonne chance. Et en plus d'être mère, elle est professionnelle de recherche à la chaire en développement international. Donc, elle a 3 boulots en même temps. Elle détient une maîtrise en agroforesterie, puis un DESS en développement rural intégré. Elle a mené des recherches notamment au Burundi. Elle travaille avec la chaire depuis 2011-2012, là, de façon intermittente, mais maintenant de façon très à temps plein, je pourrais dire comme ça. Elle coordonne les activités de la chaire et veille, entre autres, au contenu scientifique et au développement des activités pédagogiques pour un séminaire sur la sécurité alimentaire et les écoles d'été en justice alimentaire et en agroécologie. Alors, vraiment, on est chanceux d'avoir Geneviève avec nous aujourd'hui qui va nous faire une super présentation sur la sécurité alimentaire. À toi, Geneviève. Merci beaucoup, Virginie, pour la présentation. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Donc, aujourd'hui, ce sera une brève introduction au concept de sécurité alimentaire. Donc, pour certains, ce sera évidemment de la redite ou une révision, mais pour certains, ce sera quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, j'ai essayé d'ajuster le contenu là, pour que ce soit le plus digestible possible pour tout le monde. Donc, premièrement, avez-vous mangé ce matin, ce midi ou ce soir, tout dépendant du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez? C'est une question importante, en fait, parce que la sécurité alimentaire, on en parle, mais ça commence d'abord par soi. Et puis, c'est pas nécessairement évident que tout le monde a mangé, en fait, avant une réunion ou avant même une réunion d'Assemblée générale de coopérative ou, bon, des ateliers de formation que vous donnez. Donc, ça, c'est peut-être une première chose que je pourrais vous lancer comme piste. Si vous voulez vous préoccuper de sécurité alimentaire de façon très de base auprès des gens avec qui vous travaillez, ben peut-être vous préoccuper peut-être de savoir si on le ventre creux ou le ventre bien rempli. Donc aujourd'hui, le programme, on va regarder un peu le contexte de la sécurité alimentaire actuellement, quelques chiffres. Je vais vous faire un très, très bref historique. Ensuite, on va voir la définition la plus communément admise puis diffusée, en fait, là, de la sécurité alimentaire. On va s'attarder ensuite à ces 4 dimensions. Je vais vous présenter un exemple d'outil de mesure parce qu'il y en a des dizaines. Et je vais finir par vous parler un peu du rôle que les coopératives peuvent jouer pour la sécurité alimentaire. Alors, j'espère que ça vous va parce que je n'ai pas préparé d'autres choses. OK? Donc, dans le dernier rapport, en fait, de la FAO, qui fait l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, on estime qu'il y a 690 millions de personnes qui souffrent de la faim à l'échelle de la planète. Donc, c'est 8 de la population mondiale. Et depuis 2014, on note une augmentation soutenue du nombre de personnes qui souffrent de la faim. Donc, seulement en 2019, il y a eu une augmentation de 10 millions de personnes par rapport au dernier bilan de 2018. Oh, pardon, on va aller dans le bon sens. La répartition, évidemment, à travers le monde, elle est différente. Donc, pour l'instant, dans le graphique de gauche, vous voyez en 2019, en Asie, c'est en Asie qu'on retrouve la plus grande part, en fait, le plus de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Mais on sait qu'à l'horizon 2030, il y aura un changement, un déplacement, en fait, de la faim, si on peut dire ainsi. Et ce sera en Afrique où on retrouvera la plupart des gens qui souffriront de malnutrition. Pour ce qui est de l'insécurité alimentaire, et je reviendrai sur la définition plus tard, sachez que l'insécurité alimentaire, c'est pas seulement d'avoir faim, mais c'est d'avoir, grosso modo, avoir fait l'expérience peut-être d'un manque ou d'avoir peur de manquer de nourriture. Disons ça comme ça pour l'instant, puis on reviendra à la définition un petit peu plus tard. Donc, cet état-là de s'inquiéter pour notre nourriture, ça touche 2 milliards de personnes, puis de façon modérée ou sévère. Donc, ça a touché 2 milliards de personnes en 2019. Donc, c'est beaucoup plus que simplement souffrir de la faim, donc manquer d'éléments nutritifs ou manquer de quantité de nourriture. Donc, la sécurité alimentaire, ça touche 1 personne sur 4.
Une personne sur 4, c'est énorme. C'est 25 % de la population mondiale. Puis là, je me disais, je vais leur donner des exemples de l'Afrique, de l'Asie, mais pourquoi pas se baser sur un contexte que la plupart d'entre nous connaissons, le Canada. Et oui, parce qu'au Canada, on n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de l'insécurité alimentaire. Les plus récents chiffres nous montrent que le nombre de personnes qui vivent dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire au Canada augmente aussi. Depuis 2007, on est passé de 3,4 millions à 4,4 millions de personnes. Et je vous ferai remarquer que c'est surtout les taux d'insécurité alimentaire modérés et marginales qui augmentent. Donc, ça veut dire que l'insécurité alimentaire, elle n'est pas vécue ici de façon très criante, comme dans un épisode de famine, par exemple, mais elle a des conséquences à long terme parce que les gens manquent un peu ou s'inquiètent. Donc, ça a des répercussions sur leur santé, sur leur capacité à travailler, sur les revenus qu'ils peuvent mettre ailleurs aussi que sur leur alimentation, etc. L'insécurité alimentaire aussi, ça touche dans tous les pays, dans tous les contextes, ça touche toujours davantage les personnes et les populations vulnérables et marginalisées. Encore des exemples canadiens ici. Vous voyez que, par exemple, chez la population blanche, on a un taux d'insécurité alimentaire qui tourne autour de 11 %, alors que chez les populations qui viennent d'origines différentes, donc noirs, asiatiques, autochtones, etc., les taux sont beaucoup plus élevés. L'exemple du Nunavut, voilà, c'est un exemple flagrant aussi parce que ça peut être souvent lié à l'isolement. Donc, les populations qui sont isolées géographiquement peuvent subir davantage d'insécurité alimentaire, évidemment, parce que l'accès aux aliments est plus difficile, leur disponibilité aussi est limitée. Puis, il y a des facteurs aussi plus directement liés au profil des personnes. Par exemple, les familles monoparentales dirigées par des femmes. Au Canada, il y a une famille sur 3 dans cette situation-là qui souffre d'insécurité alimentaire. Donc, tout dépendant des contextes où vous allez être, les personnes plus vulnérables ou marginalisées ou qui ont des difficultés à accéder à des revenus, par exemple, tout ça vont être systématiquement plus touchées par l'insécurité alimentaire. Maintenant, en contexte de COVID, évidemment, c'est rien pour arranger les choses. Selon les différentes estimations, on dit qu'il y a environ 140 millions de personnes supplémentaires qui pourraient tomber sous le seuil de l'extrême pauvreté à cause du contexte de pandémie, donc de l'arrêt parfois de la production agricole ou des difficultés d'approvisionnement ou encore tout simplement des mesures d'isolement qui ont contraint les gens à ne plus pouvoir aller au marché pour s'approvisionner. Les estimations de la FAO, quant à elles, disent que l'impact anticipé de la pandémie sur la prévalence de la sous-alimentation, donc là, on ne parle pas d'insécurité alimentaire, mais spécifiquement d'un pan d'insécurité alimentaire qui est vraiment la sous-alimentation. Donc, vous voyez les courbes, là, peu importe les scénarios qui sont envisagés, ça aura des impacts là, vraiment majeurs sur l'augmentation à très court terme de l'insécurité alimentaire. Donc, en 2019, on était à environ à 690 millions, je vous le disais tout à l'heure, de personnes, mais ça pourrait monter jusqu'à au-dessus de 800 millions et peut-être même dans les pires cas, là, à 900 millions de personnes à terme. Donc, maintenant qu'on a une image un petit peu globale là, de ce que ça représente à l'échelle mondiale, je vois le temps filer, alors on va essayer d'accélérer un peu. Donc, la sécurité alimentaire, ça a toujours préoccupé l'humanité. En fait, je pense que manger, c'est un besoin de base, donc on s'est toujours préoccupé de savoir d'où proviendrait notre nourriture, comment on allait nourrir notre famille, etc. Donc, un des points tournants de l'historique du concept, en fait, c'est la crise alimentaire mondiale qui a eu lieu en 1972-74. Vous avez peut-être dans votre imaginaire là, des images de la famine en Éthiopie. Donc, c'était un contexte qui a été causé par perturbation des pluies, des sécheresses, accompagnées d'une hausse, en fait, du prix des céréales qui a pu atteindre parfois jusqu'à 300 %, combiné à une mort du cheptel. Donc, ça allait pas bien. Et en 1975, en fait, l'ONU a décrété, en fait, une définition, en fait, là, de la sécurité alimentaire qui pouvait se lire ainsi. C'était la capacité en tout temps d'approvisionner le monde en produits de base pour soutenir une croissance de la consommation alimentaire tout en maîtrisant les fluctuations et les prix.
Donc, l'angle, en fait, sous lequel on voyait la sécurité alimentaire, c'était vraiment, il faut assurer qu'il y a des céréales partout pour tout le monde, puis il faut assurer que les gens puissent en manger de plus en plus. Évidemment, c'est une vision très macro des choses. Ça se base aussi uniquement sur les produits de base et non pas sur la diversité alimentaire dont on a besoin pour être en santé. Puis ça vise aussi une croissance. Donc, c'est vraiment dans une perspective économique aussi un peu là, que cette définition-là a été élaborée. Plus tard, on a fait des recherches. Puis, on s'est rendu compte, notamment avec les travaux d'Amartya Sen, que la sécurité alimentaire, il y en a même dans des régions où on est en situation de surproduction agricole, donc où même les quantités produites dépassent la capacité de consommation, en fait, des populations. Donc, on est arrivé à introduire dans la notion de sécurité alimentaire la notion d'accès aux aliments. Hein, parce que ce n'est pas parce que la nourriture est disponible qu'on y a nécessairement accès. Puis, je vous invite à aller voir un film, vous aurez le lien plus tard, Le paradoxe des hauts bassins au Burkina Faso, donc qui explique très bien ce paradoxe-là. Parce qu'effectivement, l'accès, on peut produire de la nourriture, mais pas faire assez de revenus, en fait, pour s'acheter ce dont on a besoin. Les hommes et les femmes ont un accès aussi parfois différencié, en fait, presque tout le temps différencié aux aliments, ne serait-ce qu'en termes de quantité. Lorsqu'on a des difficultés physiques aussi à se déplacer, ça peut nous contraindre dans nos capacités à aller s'approvisionner en produits ou même à produire ce qu'on veut. La même chose lorsque les infrastructures ou les routes pour se rendre, soit pour se rendre vendre nos produits agricoles pour en retirer des revenus ou pour aller tout simplement s'approvisionner. Lorsque ces infrastructures-là ne sont pas en bon état, ça peut également nous contraindre, donc réduire notre accès. Puis il y a aussi toutes les politiques gouvernementales, donc de soutien des prix, par exemple, ou de contrôle des importations, exportations aux frontières, etc., qui peuvent venir influencer nos revenus ou notre capacité à s'approvisionner en aliments qui sont à des coûts abordables. Geneviève, je vais me permettre de te mentionner qu'il resterait comme un gros 5 minutes. C'est parfait. On y va. Donc, en 1996, suite à plusieurs recherches, en fait, puis d'autres développements dans la définition, on est arrivé à la définition qui est actuellement la plus connue, reconnue, utilisée à travers le monde, qui est celle-ci. Donc, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc, on voit vraiment qu'ici, on se préoccupe pas seulement de quantité, mais également de qualité, puis qu'on se préoccupe aussi de l'impact de l'alimentation, en fait, sur la santé et le bien-être de tous. Et on voit aussi qu'on y a inclus la notion d'accès. Maintenant, la sécurité alimentaire, en fait, on dit grosso modo qu'elle consiste en 4 piliers ou 4 dimensions, qui sont la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité de ces 3 dernières dimensions dans le temps. Donc, on va y aller un petit peu plus en détail. Le premier pilier, la disponibilité, évidemment, ça fait référence à la production agricole, donc à la quantité de denrées, puis à la diversité aussi qu'on produit. Ça fait référence aussi aux réserves que le pays peut avoir ou que les familles peuvent avoir. Et ça fait aussi référence à toutes les notions de commerce, notamment au plan international. Évidemment, la disponibilité alimentaire ou la disponibilité agricole, elle est influencée par le climat, les pratiques qu'on utilise, la santé des agroécosystèmes. Elle est aussi influencée par la santé humaine, parce que des personnes, par exemple, affectées par le paludisme vont avoir des capacités réduites ou par le VIH, exemple, auront des capacités réduites à produire. Ça dépend aussi de la demande, commerce local, international. Donc, la disponibilité, lorsqu'on parle de disponibilité en termes de sécurité alimentaire, ça fait vraiment référence à ce que l'on produit ou ce qu'on est capable d'aller capter sur les marchés internationaux.
Deuxième pilier, l'accès, donc j'en ai parlé. Évidemment, c'est l'accès physique, mais aussi économique. Puis c'est influencé soit par le statut socio-économique des ménages ou des personnes, le contrôle exercé par les personnes au sein du ménage sur les revenus, mais aussi les dépenses, notamment alimentaires. C'est influencé aussi par les infrastructures, les routes, les ponts, l'accès aux moyens de transport, les conditions de santé encore, et même aussi au climat. Si on pense à des inondations qui coupent une route, mais à ce moment-là, c'est des facteurs externes, en fait, qui viennent limiter l'accès des populations à des aliments de qualité. Par exemple, ici, je reprends l'exemple du Nunavut. Tout à l'heure, le graphique n'est pas très clair, mais simplement pour vous présenter les barres en bleu. Ce sont les prix, en fait, au marché dans une épicerie au Nunavut. Puis les barres en rouge, ce sont les prix moyens dans l'ensemble du reste du Canada. Donc, vous voyez que pour des populations isolées, même au Canada, ici, l'accès économique est vraiment compliqué souvent par la distance, en fait, et bon, l'isolement. Maintenant, l'utilisation, c'est une dimension qui est un petit peu moins facile en tout cas, qui est moins évidente peut-être. L'utilisation, ça fait référence à la salubrité des aliments. Donc, c'est pas tout de les avoir puis d'y avoir accès au marché, mais si on les achète puis ils sont de mauvaise qualité ou si on n'est pas capable de les entreposer directement ou de façon salubre dans nos environnements, dans nos maisons, il y a des problèmes aussi de santé qui peuvent affecter la qualité des aliments puis éventuellement notre santé aussi. Ça fait référence aussi à la qualité de l'eau. Donc, l'eau qui est un élément essentiel pour cuisiner, puis aussi au mode de préparation. Puis ici, j'ai mis le genre, donc vous vous attendiez peut-être à voir une femme qui cuisine, mais non, j'ai fait par exprès pour mettre un homme, justement pour vous rappeler qu'on associe souvent cette dimension-là aux femmes, mais que les hommes ont un rôle à jouer aussi dans l'utilisation alimentaire. Donc, évidemment, les modes de préparation influencés par le genre, l'âge, la culture, les types d'entreposage aussi, ou les structures d'entreposage disponibles. On pense au frigo, au congélateur, peut-être. Donc, ou au grenier, etc. La qualité de l'eau, le type de cuisson, qui mange quand, comment et avec qui. Aussi, c'est des dimensions qu'on commence à intégrer de plus en plus également dans le pilier de l'utilisation. Et finalement, la stabilité. C'est la constance de l'accès, de la disponibilité et de l'utilisation dans le temps. Donc, c'est influencé par la résilience du ménage face aux chocs, soit économiques, climatiques, etc., ou c'est aussi influencé par des facteurs externes qui peuvent être de tous ordres. Donc, la sécurité alimentaire à un temps X ne veut pas dire que le ménage, la région ou le pays ne pourrait pas tomber en insécurité alimentaire à un temps autre. Donc, ça prend vraiment la stabilité des trois dimensions pour assurer une sécurité alimentaire à long terme. Maintenant que je vois que le temps file, pour ce qui est des... Je vais être plate, là, mais c'est ça, il restait peut-être encore deux minutes. Parfait. Je vais juste vous présenter un outil de mesure de l'insécurité alimentaire. Il y en a des dizaines. Donc, peut-être celui avec lequel vous serez peut-être le plus en contact, c'est l'outil qui s'appelle la mesure de l'insécurité alimentaire vécue ou de son acronyme anglais, le FIES. Puis, c'est un questionnaire qui est basé sur l'expérience des personnes au sein du ménage, puis qui comporte 8 questions. Donc, c'est super simple. Puis ça comporte des questions comme « Avez-vous été inquiété de ne pas avoir assez à manger? Est-ce que vous avez, au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez toujours presque mangé la même chose? Est-ce que vous avez sauté des repas? Est-ce que vous avez réduit vos portions? » Etc. Donc ça peut être un outil qui est relativement facile à implanter pour prendre une mesure de l'insécurité alimentaire. Ça donne aussi une échelle, en fait, qui va de la sécurité alimentaire ou de l'insécurité alimentaire légère jusqu'à des niveaux plus graves où là, on n'a plus d'aliments, où on saute des repas, là, tout simplement. Puis les coopératives, en terminant, je voulais vous dire qu'elles peuvent agir sur les 4 dimensions de la sécurité alimentaire parce que vous avez des valeurs, des organisations, un poids politique aussi souvent qui peut influencer notamment qu'est-ce qui est produit au sein de vos territoires, comment ces productions-là sont distribuées, comment elles sont entreposées, comment les revenus sont divisés au sein des membres, aussi les ristournes notamment,
Vous avez aussi un pouvoir d'achat qui est souvent plus grand que des ménages isolés. Vous pouvez faire de la formation également sur la santé, l'hygiène, l'utilisation des aliments. Vous avez souvent aussi des structures d'entreposage qui permettent d'améliorer la qualité des aliments, soit pour la consommation ou encore pour les vendre à des moments où les prix sont plus élevés sur les marchés, donc pour améliorer à terme l'accessibilité économique de vos membres à des aliments de qualité qu'ils peuvent aller se procurer eux-mêmes sur les marchés. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, évidemment. Puis vous pouvez aussi agir à plusieurs échelles de l'échelle de vos membres en leur demandant toujours s'ils ont mangé avant de venir à une réunion, n'est-ce pas? Jusqu'à l'échelle internationale, parce que vous pouvez être inclus dans des réseaux comme l'Alliance coopérative internationale, etc. et faire du plaidoyer. C'est tout! Merci beaucoup, Geneviève.